bonjour à, j'allais dire toutes et tous, mais en fait, là, pour l'instant, on n'est que des toutes. Donc, bonjour à toutes pour cette nouvelle et en même temps, bah, la thématique de continuité, discontinuité. Je crois qu'on la traîne depuis 2 ans, voire 2 ans et demi. Je vous rappelle que c'est à partir de janvier qu'on changera de sujet. Je crois que je vous l'avais donné, hein. C'est la correspondance, mais exclusivement depuis le prisme de la création littéraire. C'est-à-dire comment, dans la correspondance des écrivains, ils abordent la question de... Là, par exemple, je suis en train de travailler sur la correspondance des auteurs du Boom. Vous savez qu'ils l'ont réuni il n'y a pas très très longtemps dans un énorme volume. Et je regarde un peu ce que Garcia Marquez raconte à Fuentes, à Cortázar et à Vargas Llosa. Et c'est marrant parce que là, j'avais une lettre où il demandait, vous vous souvenez que dans Cent ans de solitude, il y a le personnage, un des personnages de Artemio Cruz, et il y a une petite référence à Rocamadour. Et là, je suis tombée sur une lettre où Marquez écrit à Fuentes pour lui dire, alors voilà, dans ton bouquin, je me suis rendu compte que le personnage d'Artemio Cruz, que j'ai récupéré, il n'avait pas de prénom. Alors du coup, comment est-ce qu'il faut que je l'appelle? Tu veux que je l'appelle Ricardo? Tu veux que je l'appelle ceci, cela? Et puis dans ton bouquin, son destin se termine comme ça. Moi, je l'ai amené à Macondo. Il participe à tel événement historique. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça correspond? Bref, très amusant. Et pareil, il dit, bah, puisque tu vas croiser Cortázar à Paris, demande-lui de ma part si j'ai le droit de récupérer une phrase de Rayuela. Et puis, je comprends pas parce qu'il parle de la rue Dauphine à Paris où il y a la Maga et Oliveira, mais on ne sait pas quel numéro. Donc, demande-lui. Voilà. Donc, tout ce genre de choses, on va voir un peu sur ces questions. Voilà, pas simplement la correspondance comme genre, mais comme élément contributeur, comme espèce de laboratoire ou lieu de commentaire de la correspondance. Donc, ça, c'est à partir de janvier. Si les unes et les autres, vous avez envie de participer, on fait le calendrier. Et ce sera l'occasion d'un rapprochement avec les collègues d'Espagne de lire 19-21. Bon, mais là, on a encore quelques séances pour finir avec continuité, discontinuité. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir une de nos membres récemment ajoutée au groupe, mais très dynamique et fort sympathique, qui est Marie Gourgue, qui est ATER à l'Université de Lille. Ça s'appelle Université de Lille, point, hein. Pas Lille, ceci, cela et tout. Bon. Non, juste lui. Voilà. Et qui est spécialiste de littérature espagnole contemporaine. Et aujourd'hui, elle va nous parler de, je vous donne son titre, Ah, ça a changé. Oui, pardon, je l'ai changé pour prévenir. D'accord. Alors du coup, je ne vous le donne pas parce qu'effectivement, je l'aperçois à l'écran. Donc voilà, de la littérature, etc., etc. Donc Marie, ben, je te cède la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation et merci de me recevoir dans ce séminaire. Effectivement, j'ai changé mon titre qui maintenant s'appelle De la littérature accrue et reprise dans Els Paradisos Artificials d'Alphonse Cervera. Et donc, en ces temps de rentrée universitaire où bien des nouveautés se mettent en place, je vous propose quant à moi de faire du neuf avec du vieux et de m'accompagner dans un saut dans le temps, 30 ans en arrière, en 1995, année de la publication d'Als Paradisos Artificials. Leur auteur, Alphonse Cervera, n'avait jusqu'alors publié en valencien qu'un seul recueil de poésie, intitulé Sessió Continua, en 1989, et avait rédigé le reste de ses œuvres en castillan. L'on se trouve donc déjà face à une première discontinuité d'ordre linguistique à l'échelle de sa production narrative de l'époque, alors exclusivement d'expression castillane. Avant de me pencher plus avant sur l'étude d'Als Paradisos Artificials, je me permets une brève présentation de son auteur, afin de le resituer dans le panorama littéraire espagnol. S'il est de nos jours essentiellement connu pour son engagement artistique en faveur des oubliés du franquisme et pour sa production mémorielle, il a également écrit plus d'une œuvre qui met en lumière l'aspect réflexivo-existentiel de sa production. J'aime à dire de lui qu'il est entré en littérature par la voie poétique et qu'il s'y est définitivement fait une place par la voie fictionnelle. Bien que des recherches récentes aient mis au jour un certain nombre de poèmes inédits d'Alphonse Cervera, l'écrivain polygraphe n'a véritablement connu le succès qu'en laissant derrière lui la veine poétique, dont ont néanmoins été tirés 4 recueils réunis dans le volume Los Cuerpos del Delito. Avant Als Paradisos Artificials, il a ainsi publié 7 œuvres narratives, donc celles qui apparaissent à l'écran, dont 2 recueils de récits brefs, ce sont De vampiros y otros asuntos amorosos et La ciudad oscura,
Des narrations qui sont difficilement qualifiables de romans pour certaines, du fait de l'intrigue plus que ténue qui les parcourt. En effet, Cervera écrit ses premiers récits dans les années 70, époque où la littérature postmoderne bat son plein, et ses œuvres en sont de probants exemples. Rien de tel donc qu'un livre aux accents postmodernes pour traiter de continuité et discontinuité, qui s'incarne parfaitement bien dans les forces centrifuges ou déchirures, et centripètes ou reprises, qui sillonnent et structurent als paradisos artificials. On les perçoit déjà rien qu'en scrutant le titre. La forme plurielle augure dès le paratexte la dissémination thématique et formelle qui se jouera dans l'œuvre. Quand le jeu intertextuel avec l'essai baudelairien de 1860, donc Paradis artificiel, suggère une dynamique convergente entre les deux textes, pourtant assez nébuleuse. Pour en résumer le contenu, si tant est que cela soit possible au vu de son éparpillement, l'œuvre se dote tout d'abord d'un prologue visiblement rédigé par un écrivain qui pose ses valises dans un hôtel parisien en 1990 et se lie plus ou moins d'amitié avec le concierge de l'établissement nommé Jean-Pierre. Ce dernier, en découvrant que ce client est un homme de lettres, lui remet des documents qu'il a retrouvés dans la chambre d'un ancien résident, suicidaire et désormais suicidé, qui faisait lui aussi visiblement partie de la grande famille des écrivains. À partir de là, le prologueur indique qu'il s'est efforcé de trier et d'organiser les feuillets qui lui ont été confiés, afin de les offrir à la lecture du récepteur qui tient le livre entre ses mains. S'ensuivent les textes rescapés de l'oubli, répartis en 4 parties, intitulées Textos de la Memoria, donc texte de la mémoire, Sobre la mort, sur la mort, Las nits, les nuits, et Els passejos, les promenades, qui précèdent un épilogue, en réalité composé d'une brève citation de Rimbaud. S'il y a bien un mouvement qui traverse l'ensemble de ces textes épars, c'est celui de l'aggravation du désespoir du scripteur, à la recherche vaine de son amante, nommée Nadine, comme le résume bien la 4e de couverture du livre. Je vous le cite. Aquesta novel·la són aquells papers més el descobriment d'una dona, Nadine, l'absència de la qual serà el fil conductor d'aquest laberint, un laberint que, com sol ser habitual en els textos d'Alfons Cervera, va més enllà o més ençà de la història mateixa i transcorre en els límits tantes vegades terrorífics de la littérature. Només de la littérature. Le motif du labyrinthe n'est pas sans retenir ici notre attention, en annonçant encore une fois dans le paratexte des dynamiques tortueuses pour le texte que l'on s'apprête à examiner, a priori traversé de lignes conductrices, mais également de voies sans issue. L'on note d'ailleurs que dès la 2e page du prologue est mentionné le goût du concierge Jean-Pierre pour 2 auteurs aux œuvres particulièrement labyrinthiques. Jorge Luis Borges, dont on songe au fameux poème El Laberinto, et le britannique Lawrence Durrell, dont le roman Céphalou est explicitement cité comme étant la novella que més l'havia agradat à Jean-Pierre, donc le roman qui avait le plus plu à Jean-Pierre. 2 jalons qui ne sont donc pas augures de linéarité, si l'on pense que c'est le concierge qui est à l'origine de la découverte et de la mise en lumière des textes ensuite offerts à la lecture. Cheminons ainsi ensemble à travers els paradisos artificials et explorons les recoins de son écriture au prisme de la métaphore de la littérature comme couture. Il s'agira de voir combien les déchirures du texte se multiplient pour rendre compte de l'aliénation d'un esprit suicidaire, mais également que de tels accros peuvent être rapiécés par l'aspect réitératif de la narration obsessionnelle. Le tout sous l'œil attentif de l'instance réceptrice, dont l'implication lectorale dans les dynamiques textuelles tisse des liens entre intérieur et extérieur du texte. J'en viens à ma première partie que j'ai intitulée Sans trame ou sans âme, déchirement animique et acrotextuel. Donc sans surprise, à la lecture de cette œuvre aux caractéristiques résolument postmodernes, ce sont bel et bien les marqueurs de discontinuité qui sautent avant tout aux yeux du lecteur. Rien que le prologue contient déjà un aveu de fracturation du texte d'origine récupéré. Le préfacier y explique effectivement qu'il a opéré une sélection de documents, ensuite présentés, en évoquant notamment un motif linguistique. Je le cite. Encara resta matèria fora d'aquest recull, però no ha aconseguit la més mínima possibilitat de fer-lo llegidor. Es tracta de notes escrites a mà, en un francès estrany que de vegades sembla barrejat amb una bona dosi de germanismes que ha fet inútil fins ara els meus esforços per dotar d'un sap triat la paperassa que aquella vesprada em va lliurar el conserge de l'Hotel Verlaine.
L'œuvre que l'on tient entre les mains provient donc avant toute chose d'une brisure initiale, qui n'est même pas due aux conditions de conservation des textes ou à leur état après une longue période de statisme, mais bien à l'incompréhension de leur compilateur. Le premier facteur de cassure vis-à-vis de l'ensemble, peut être cohérent à l'origine, qui sait, des feuillets retrouvés s'avère donc être la subjectivité et une forme d'incompétence idiomatique de leur sauveteur, jugeant illisible et illogique une partie de la production rescapée. Son discours prologal relève par ailleurs que le contenu des pages qui suivent fourmille également d'éléments, vecteurs de discontinuité. A vista de la dificultat que comentava unes narratives més amunt, a l'hora d'enfrontar-me a la seva traducció es respecta, a cada moment, els diversos matisos del seu discurs. La ironia, la tristesa, el trencament de gèneres, la data d'algunes narracions, cada vegades era difícil de desxifrar. Les que no hi venen amb la notació temporal han estat respectades d'aquesta manera. À partir de ce point de vue semi-externe sur les récits, l'on est déjà averti de la multiplicité des registres, des effets de rupture générique, ainsi que des lacunes que l'on y trouvera, autant de composantes propices à trouer le tissu textuel, si l'on me permet le pléonasme. Ceci dit, si l'on y regarde de près, ce prologue apparaît sous un jour bien paradoxal, étant donné qu'il met en avant les composantes décomposantes des textes retrouvés, alors même qu'il pratique lui-même l'écorchure stylistique, à commencer par des trouées typographiques, en usant notamment régulièrement de l'italique. À propos de son utilisation, Claire Stolz, spécialiste de stylistique, rappelle que ces caractères, donc italiques, destinés à attirer l'attention du lecteur sur un mot, une expression, une phrase, voire un énoncé ou un texte, signalent de façon matérielle, sémiotique, le signe verbal. Et c'est pourquoi ils sont notoirement utilisés pour des emplois autonymiques, dans lesquels, peu ou prou, le signe est à soi-même, son propre référent. Avec les italiques, le signe se désigne non plus ou non seulement comme représentation du monde, mais aussi comme monde en lui-même. Par cette fonction autonymique, l'italique montre ainsi le signe comme se donnant son propre sens, s'excluant des acceptions qui lui sont habituellement attribuées. L'autodétermination de son signifié par le signe en italique lui vaut donc de provoquer une déchirure à la fois sémantique et typographique au sein du texte où il apparaît, en faisant ainsi un double facteur de discontinuité. Dans les paradisos artificials, on peut établir une typologie duelle de l'usage de l'italique, en dégageant en premier lieu les cas où il intervient pour mettre en relief certains termes jugés importants. Vous en avez deux exemples sur le côté. Donc, per això he creat el nom del client de l'Hôtel Verlaine, et un autre, y una última advertencia d'indole més moral, etc. Ce qui peut correspondre à la catégorie autonymique de, je cite, non-coïncidence de la langue à elle-même, telle que théorisée par la linguiste Jacqueline Autier-Revue. Dans un contexte donné, le terme prend un autre sens, ou plusieurs autres sens, que dans des contextes de référence. Le deuxième cas d'emploi de l'italique dans le prologue de l'œuvre servérienne est celui de l'introduction de vocables d'idiomes autres que le valencien. Autrement dit, l'insertion de touches hétérolingues au sein du texte. Myriam Suchet, spécialiste de l'hétérolinguisme, le caractérise comme la, je cite, mise en scène d'une langue comme plus ou moins étrangère, le long d'un continuum d'altérité, construit dans et par un discours ou un texte donné. L'on comprend à partir de cette définition que l'hétérolinguisme constitue lui aussi une brisure dans la continuité linguistique posée par un texte, et ce d'autant plus qu'elle est soulignée par l'italique dans le prologue servérien, où il est par exemple question d'approximation à la vérité, et de Jean-Pierre, el concierge curieux de l'Hôtel Verlaine. De tels accros dans le tissu textuel consistent ainsi en des interruptions de la linéarité du texte, et de ce fait de la lecture, puisque la présence emphatisée de ces mots fait buter le lecteur, en le confrontant à l'irruption de l'étrangeté formelle et sémantique. Le prologue annonce ainsi, en pratiquant un échantillon, les effets de fragmentation qui auront lieu dans les textes qui suivent. L'emploi d'italique et la destination de l'hétérolinguisme avec le français s'y poursuivent effectivement, comme on peut notamment l'observer dans les quelques exemples suivants. Sempre ha anat d'ací d'allà, sense un altre motiu que la seva necessitat de sentir-se lliure i divina, admirada pels seus amants, i uns de les angoixes que l'amor produeix en la gent que cau a les seues mans. Autre exemple d'emphase mis sur un mot, Marc treballa a l'ambaixada de França, deia.
I eren feliços, sense televisió i sense aquestes necessitats fictícies que als països civilitzats va fer especial èmfasi en aquesta paraula. Ens creiem nosaltres mateixos. Et des exemples d'introduction de touches hétérolingues, cette fois dans le texte du scripteur. Travessam al riu el cementiri per la chaise amb la tomba inconnue de Gérard de Nerval. Et en dessous, merde, de segur que és Jean-Pierre qui s'emporta els llibres de la meva biblioteca. S'ils sont le signe de l'expressivité du discours, voire de l'adaptation du scripteur, certes relative à l'environnement linguistique dans lequel il est immergé, il n'en reste pas moins que cette mise à distance typographique, voire typo-linguistique, vient fragmenter le texte lorsque sont introduits ces termes auxquels se heurte la lecture. Ce n'est toutefois pas uniquement à l'échelle de termes isolés que la lecture peut se trouver entravée dans les paradisus artificials, mais également au niveau de la trame, ou plutôt de l'absence de trame, permettant de lier les propos des différents feuillets retrouvés. Malgré le travail d'organisation du prologueur, la continuité entre les sections ne va pas nécessairement de soi, d'autant plus que le principe fondateur de ces écrits semble être, comme mentionné dans la 15e partie dels Passejos, la no historia, l'absència total d'un argument complís l'ànima, que concedís aquesta ànima a la historia, rien de rien. Paradoxalement, il apparaît que c'est l'absence d'intrigue qui emplit au contraire l'histoire, pleine de vide finalement. Il s'agit presque d'une déclaration pro-nihiliste, prônant la vacuité anémique, tant des instances qui lui sont liées que du texte en lui-même. Le tout résumé dans la formule, encore une fois introductrice d'hétérolinguisme, rien de rien. Cette lacune principielle se fait en réalité le reflet des états d'âme du narrateur, affligé par l'abandon de sa bien-aimée. L'on assiste alors au récit, ou au non-récit, décharné d'un esprit qui sombre peu à peu dans la folie. Ce sont d'abord des motifs de l'incompréhension d'une réalité peu claire qui s'immiscent dans les textos de la memoria, tels que les hiéroglyphes, dans les lletres soltes cadegades amb les jeroglífics egipcis, ou encore les kaléidoscopes, com dans Shenba tots els matins, amb els cabells a l'aire i de la nostra memòria, com en aquells calidoscopis que mai no repetien les mateixes figures de coloraines. Les ruptures dans la relation du narrateur à son environnement, qu'il ne s'agit donc pas toujours exactement, trouvent aussi leur pendant dans le domaine communicationnel, où ces rapports à autrui se soldent bien souvent par l'imposition du silence. Une telle incommunicabilité envahit même ses productions écrites, puisque lorsqu'il invente par exemple un appel téléphonique entre un homme et une femme dans Duas Historias, le premier ne cesse de rompre la communication par ses absences ou ses refus de réponse. Je cite. Va estar a punt de dir-li dues coses, quan, des de l'altre costat del fil telefònic, ella li pregunta què feia. Se li acudiren les dues respostes, però s'acosta a la finestra i es queda mirant la nit que s'acabava d'incorporar al paisatge, entre els vidres humits i els llums tènues de l'Hotel Verlaine. També va pensar que podia haver-li dit les dues coses. Pissava, i si la lluna pogués somriure, s'assemblaria a tu. La mescla de sentimentalitat subalterna que entrenava el primer element quedaria àmpliament compensada, n'estava ben segur, per l'elegància de la segona part de la resposta. A l'últim no va dir res. I va afegir, aquesta nit t'he somniat. La dona que parlava des de l'altre costat del fil telefònic va contestar que «Que bé, sí», va dir, i afegir que com havia estat el somni. «Molt bonic», va dir ell, i no li va contar el somni. Entre les réponses à la cohérence relative ou au développement minimal et les silences méditatifs du personnage masculin, la conversation est loin d'être fluide au sein de cet échange fictif, fruit de l'imagination du scripteur. Ce récit, Dues Historias, reste d'ailleurs inachevé. No he acabat d'escriure el conte, admet-il, une circonstance que partage un certain nombre de ses écrits. La discontinuité s'y impose ainsi par la suspension de l'aboutissement de plusieurs textes ou parties de textes. Ainsi, l'un d'eux, intitulé Hôtel Verlaine, est-il sous-titré Primer esborrany, soit premier brouillon, suggérant par là qu'il était en attente de révision, bien que sa version finale n'apparaisse en fin de compte nulle part, le maintenant dans un entre-deux élaboratif.
La posiopèse s'invite également au terme des textes, suspendant les phrases finales avant leur complétion, et les récits avant leur dénouement, comme dans la 6e section de Les nits. Aquí la meua tristesa i el silenci, els adeus i l'absència eterna de Nadine, lluny ja de l'Hotel Verlaine i d'aquelles matinades que... El que continua són unes ratxes roges de rotulador que semblen esborrar la resta del texte. La posiopèse est même ici redoublée de ratures, remettant en cause la lisibilité de la fin du texte, délibérément brouillée par le scripteur, qui condamne au statisme l'évolution initiée par son texte. Le linguiste Jean-Louis Lebrave précise justement au sujet de l'inachèvement que achever s'applique à un processus, mais le participe passé, comme l'adjectif inachevé, qualifie un état. Achèvement renvoie à la nominalisation du processus, mais désigne aussi l'état final qui en résulte. Au contraire, inachèvement ne peut désigner que l'état de ce qui n'est pas achevé. De même, lorsqu'on parle d'œuvre inachevée, on décrit un état. L'inachèvement est donc coupé de tout processus dynamique et participe du figement du texte et par là du sens qu'il porte. Sorte de fermeture de l'horizon du texte, tant que l'on n'envisage pas l'intervention de l'instance lectorale dans tous les cas. Il semble que le texte servérien imite l'enfermement du narrateur sur lui-même, à court de mots pour s'exprimer et pour conter ses histoires et états d'âme. Néanmoins, la porée ne constitue pas l'unique issue expressive à son désespoir étouffant. Au trop peu répond aussi le trop plein, lorsqu'à l'absence de mots se substitue la logorée incohérente. L'autrice Gaëlle Josse, en revenant à l'étymologie de l'incohérence, soit l'antonyme du verbe coherere en latin, être attaché ensemble, conclut qu'il s'agit d'un élément qui crée du désordonné, tout en permettant l'émergence de l'inconscient, la lisibilité du non exprimé. L'incohérence, facteur fractionnant du tout structuré que sont les textes, ouvrirait ainsi des brèches à l'extériorisation d'éléments provenant des profondeurs de la psyché. Il semble bien que ce soit effectivement le cas dans Els Paradisos Artificials, où l'incohérence se fait donc de plus en plus prégnante, en particulier dans les sections consacrées aux réflexions nocturnes. L'on peut notamment y lire cet enchaînement allogique de pensées passées à l'écrit. Tan bon punt vaig arribar, anava a escriure. Ja estic sol. Però això hauria estat tan optimista com injust amb la gent que m'estima. Per això, finalment, escric. Estic sol. I ningú, llevat de mi mateix, és el responsable d'aquesta condició. Aquests dies, lluny del soroll i de la gent, tornava a llegir El bosc de la nit. Per què escric això? No busques el meu automòbil antic. S'ha evaporat amb la fosca de la nit. Les mosques només viuen un dia. Abans de tornar a la poesia, he d'aprendre a llegir en un rellotge d'arena. Tinc els ulls tristos? La présentation de la page, dont chaque paragraphe est précédé d'un tiret, fait douter quant à la nature du texte présenté. L'on pourrait croire de prime abord qu'il s'agit de la retranscription d'un dialogue de sourds, quasiment sticomythique, entre des interlocuteurs qui divaguent. Mais l'on saisit ensuite qu'il est plus vraisemblablement question d'un soliloque du scripteur, dont l'esprit angoissé, duquel les idées fusent sans être liées entre elles. À la manière d'un cadavreski, l'on saute ainsi du coq à l'âne, ou plus exactement du bosc à l'âme, attristé de la première personne qui s'exprime, en passant par des mouches, une automobile et un sablier, le tout entre deux réflexions métascripturales. À lui seul, ce passage semble exemplifier la poétique de la non-coïncidence, dont traite le chercheur canadien Mathieu Simard. Aucun élément ne paraît avoir lieu d'être dans le sens tant littéral que métaphorique de l'expression. La cause de leur surgissement dans l'esprit affolé du scripteur est indéterminable, ce qui implique qu'ils ne trouvent pas leur place dans la concaténation logique qu'exigerait un texte cohérent. L'on pressent ainsi que cet enchaînement n'est pas porteur de sens en lui-même, mais loin d'être vain, son incohésion donne au contraire parfaitement à voir tout le chaos qui se joue dans le fort intérieur de celui qui le couche sur le papier. J'en arrive à ma seconde partie, reprise et ressassement. On verra que la douleur apparaît aussi comme une force de cohésion malgré tout dans l'œuvre. Bien que la caractéristique la plus évidente d'Els Paradisos Artificials soit effectivement le pouvoir centrifuge des divers facteurs de discontinuité qui participent de la fragmentarité de l'œuvre,
Celle-ci n'est cependant pas dénuée de toute cohésion. D'ailleurs, l'on pourrait en réalité justement voir cette présence perpétuelle de la discontinuité au long du livre comme une forme de continuité, permettant de souligner l'aspect monomaniaque du scripteur affligé. L'on pourrait alors parler, avec la professeure Isabelle Scholl, qui a étudié les poétiques de la discontinuité, de discontinuité continue, comme un moyen de mettre en exergue l'obsession destructrice du narrateur pour Nadine, qui l'a abandonné. L'on pourra peut-être lire le début de la section Una historia de terror comme une déclaration de principe en négatif, étant donné qu'elle s'ouvre sur l'affirmation catégorique suivante. El silenci nega l'existència de totes les coses, del temps, del món, tot ho nega aquesta impossibilitat tan absurda com poderosa de filar amb prou feines les paraules. Exprimée au présent gnomique, cette théorie attribue au silence un pouvoir d'annihilation de l'existence, de toute chose, laquelle apparaît alors intrinsèquement liée à sa verbalisation, à son expression, et par extrapolation à sa résonance. L'on comprend alors qu'à partir de ce principe, mieux vaut, selon le narrateur, du non-sens exprimé et réexprimé que de la cohérence tue. D'où le caractère obsessionnel de ses récits et de son écriture, visant donc à filer les mots, et en particulier ceux disant la douleur. Notons que cet aspect réitératif de l'écriture n'est pas rare chez Cervera, bien au contraire. Bien présent dans nombre de ses autres récits, il a ainsi mené Anne-Laure Bonvalot, spécialiste de son œuvre, à nommer ce trait caractéristique l'écriture de l'inlassable reprise. Quand nous nous sommes nous-mêmes appliqués, dans notre thèse, à le traiter comme une actualisation de l'écriture du ressassement. L'expression de Bonvalot est particulièrement intéressante puisqu'elle a le mérite de prendre le terme reprise dans sa double acception de couture et de répétition, montrant de ce fait que les redoublements et récurrences créent du liant au sein des textes. Els paradisos artificials ne dérogent pas à cette règle, et l'on y trouve effectivement des exemples de réitérations en tout genre, à commencer par des jeux rythmiques qui structurent, malgré tout, à petite échelle, les propos du narrateur. J'en cite un exemple. Les èpoques tenien el nom de països llunyans, de dones llunyànies, de paradisos llunyans dibuixats sempre amb els colors meravellosos d'allò desconegut, de campanyes bèl·liques eternament guanyades pels mateixos, de l'amour i de l'abandonnament i de l'absència. À travers cette description impressionniste de l'enfance, le scripteur accumule les effets stylistiques répétitifs, entre l'épiphore, en Junians ou Junianas, et la polysynthète finale, qui crée une certaine euphonie, censée rappeler les rêveries enfantines, pourtant vite ramenées à la condition d'essolement actuel du narrateur. Ce sont en effet essentiellement des éléments en lien avec son désespoir dû à la perte de l'être aimé, qui sont repris au fil de ses écrits. Rien d'étonnant ainsi à ce qu'apparaisse au centre même du livre la mention à l'Infern de Dante, donc l'enfer de Dante, dont la structure en cercle concentrique n'est pas sans rappeler symboliquement la souffrance du scripteur et ses multiples résonances au long de ses textes, ce que semble d'ailleurs confirmer l'évocation de son impression d'un incessant recommencement dans la 6e section de La Schnitz. Je cite. El món era més horrorós que mai i jo tenia la sensació que es repetia a cada moment. Cette sensation d'enfermement dans le ressassement douloureux est particulièrement prégnante dans les textes de Lachnitz, qui, malgré les incohérences discursives qui y ont déjà été relevées, ne manque pas de rendre compte de la folie s'emparant du scripteur par maintes redondances. Pour n'en citer que quelques-unes parmi les nombreuses observables, l'on peut d'abord mentionner le jeu d'écho qui se crée entre la 2e et la 6e section de cette partie. Il est d'abord indiqué Són les 11 de la nit del dia 7 de març de l'any 2999, puis plus loin, per què escric a les 9 del matí de l'any 2999, ce qui montre toute la confusion temporelle à laquelle est en proie le narrateur, au point d'ailleurs, dans la seconde occurrence, qu'il soit capable de préciser l'heure d'une année en omettant le jour. Autre exemple, plus resserré cette fois, puisque le même motif revient dans 2 sections contiguës, celui de la mouche qui tient compagnie au narrateur. En effet, dans la première section, pas moins de 5 paragraphes, dont 4 consécutifs, font mention de l'insecte, avant de le retrouver dans la 2e section, dans 3 paragraphes distincts. Je cite.
En acabar d'escriure Estic sol, amb un silenci assolellat de diumenge i el vapor dels aspersors de reg en l'herba del jardí, algú ha obert el reixat de la terrassa i una mosca geganta ha vingut a seure en l'ombra del meu costat. Encara no ha dit res la mosca. Jo li dic que en aquella torre llunyana hi ha soterrat el cap d'un poeta assassí. La mosca alça els muscles i continua en silenci. Per trencar el gel, li pregunto per què les mosques es caguen en el fus dels diaris endarrerits. I la mosca em mira com si m'ho ressemblés. Però estic segur que a la mosca tampoc no li aveleix massa que parlem de la nostàlgia. I dans la segunda section, les mosques només viuen un dia? Escriure, una manera, com qualsevol altra, de caçar mosques. Les mosques es tornen boses en les habitacions tancades. Même lorsqu'il déraisonne, le narrateur a donc bien de la suite dans les idées, littéralement, puisqu'un même motif occupe plusieurs de ses pensées, ensuite couchées sur le papier. Bien qu'absurde, cet échange avec la mouche, ici personnifiée, met au jour une stratégie de la voix narrative pour rompre sa solitude extrême. L'homme guette la moindre réaction de l'insecte, ses haussements d'épaules, ses regards, et tâche même de deviner ses goûts en termes de conversation. L'on notera de surcroît que l'évocation de la folie, d'abord associée à l'humain, dans Y la mosca mira com si mirase un boig, est ensuite projetée sur les mouches. Les moscas es tornen boges en les habitacions tancades. Comme si le partage de cette condition délirante permettait au narrateur de se sentir moins seul. L'une de ces réflexions impliquant le diptère attire d'ailleurs l'attention, étant donné qu'il s'agit d'une sorte d'aphorisme définitoire de l'acte d'écrire. Escriure una manera com qualsevol altra de caçar moscas. En déclarant par là son écriture comme profondément oisive, donc pour gober les mouches, le scripteur semble pointer du doigt toute la vanité qu'elle comporte, et sa déception quant à son impuissance à lui faire oublier Nadine. Pourtant, si l'on prend l'expression dans son sens littéral, chasser les mouches, par les mots, reviendrait sans doute toujours à une écriture qui tourne en rond, mais qui aurait au moins le mérite de maintenir l'écrivain occupé à sa tâche, plutôt que de le laisser se faire définitivement happer par le silence, et condamné, comme on l'a vu, à l'anéantissement de son existence. Certains indices témoignent d'ailleurs qu'il a conscience de ressasser par l'écriture, puisqu'il précise parfois lui-même que certains éléments se répètent à l'aide de l'ajout de numérotation. Par exemple, abans de tornar a la poesia, he d'aprendre a llegir en un rellotge d'arena. Et ensuite, he d'aprendre a llegir en un rellotge d'arena. Dans une autre section, de la primavera només em quedaria amb els dies de pluja. Et ensuite, no m'agrada la primavera, només la pluja, avec à chaque fois un numéro 2 inscrit entre parenthèses. Qu'il s'agisse de réitération à l'identique ou de variations sur thème, les répétitions des mêmes thématiques ou réflexions ne sont pas tout à fait inconscientes de la part du scripteur. Ainsi pourrait-on voir dans ces reprises des sortes de sutures qui tiennent ensemble un texte et un esprit tiraillé, qui luttent néanmoins contre les déchirures, preuve d'une certaine forme de lucidité de l'écrivain quant à sa situation. Ces ponts qu'il tend entre divers détails de ses textes ne sont par ailleurs pas les seules pratiques référentielles qu'il y met en œuvre. L'on remarque en effet dans ses écrits une forte tendance à l'intertextualité, dynamique relationnelle par excellence entre les objets littéraires. Pour reprendre la formule bien connue de Julia Kristeva, tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte, et els paradisos artificials ne font pas exception à la règle. Le scripteur, derrière lequel on devine aisément l'auteur Alphonse Cervera, fervent pratiquant de l'interartialité, fait ainsi appel à d'autres hommes et femmes de lettres pour exprimer à travers leurs mots les fluctuations de ses états d'âme, mais également, encore une fois, pour recréer une communauté symbolique autour de lui, qui est victime de la solitude. Les citations intertextuelles apparaissent en effet, à l'exception près de celle de l'épilogue, traduites en valencien, comme pour laisser entendre que le scripteur a effectivement fait sien les mots d'autrui. Bien entendu, ce sont déjà ceux qui composent le titre qui attirent l'attention, puisqu'ils constituent une reprise exacte, exception faite de l'article, du titre de l'essai baudelairien, Paradis artificiel. Au-delà de son aspect paratextuel, l'intertextualité se fait aussi liminaire, mais cette fois à l'intérieur du livre, en introduisant les différentes parties de l'œuvre et en suggérant la tonalité dominante. Citons par exemple la référence à La Coscienza di Zeno, roman d'Italo Svevo, qui sert d'épigraphe à Sobre la mort, en évoquant l'idée d'une déchéance subreptice.
je cite, No me había adonat que anava camí del fracàs. D'autre part, mise en exergue avant les textes de Laschnitz, la citation issue de Junta Cadáveres de Juan Carlos Onetti, La passió no existeix sense la por, laisse entendre que l'attachement fort à une chose ou à un être est toujours accompagné par la crainte, en particulier de son voir privé, ce qui correspond bien à la situation de l'homme suicidaire. Ce dernier ne laisse d'ailleurs pas les références intertextuelles au seul seuil de ses écrits, mais les invite au contraire en leur sein, au même titre que des références plus largement intermédiales, au cinéma, aux arts plastiques ou à la musique. Au gré des pages, les mélodies de Schubert côtoient ainsi celles de Chet Baker, les personnages des films de Jacques Tourneur y approchent ceux de Jean-Luc Godard, et les photographies de Doisneau partagent l'espace avec les sculptures de Rodin. L'intermédialité revêt ainsi un caractère réticulaire au sein d'Ars Paradisus Artificials, pour souligner les extrémités animiques auxquelles arrive l'homme en proie au mal-être, ou pour assumer le rôle d'adjuvant à son réconfort ponctuel. Ces références à d'autres artistes se font en somme levier expressif ou lénitif de la souffrance du suicidaire. Et j'en arrive ainsi à ma troisième partie, qui s'intitule Au fil des pages, mots à lire, instances alliées. Les effets de déchirure et de suture qui trouent puis recousent le texte d'Als Paradisus Artificials, s'il constitue une sorte de joca liberado, donc de jeu libérateur, pour le scripteur en mal d'amour, donne tout de même du fil à retordre au prologueur qui doit organiser ses écrits, mais également au lecteur de cet objet littéraire à la forme de patchwork. C'est précisément entre ces deux instances, réceptrices à divers moments des textes du client de l'hôtel, que se tisse une première relation unissant monde intra- et extra-fictionnel, pour que celle qui n'a pas eu les feuillets entre les mains soit tout de même capable d'en tirer le sens relativement au clair. S'établit alors un rapport de continuité entre l'intérieur et l'extérieur de la diégèse, où la première entité, rencontrée une fois le livre ouvert, se propose de servir de guide à qui décide de s'y plonger. L'on notera également toute la ludicité postmoderne contenue dans le paraphe de ce texte introducteur, dans la mesure où, je vous le révèle enfin, il est signé des initiales AC, faisant étrangement écho à celles de l'auteur Alphonse Cervera. En supposant donc que les identités de l'auteur réel et de celui du prologue se superposent, un nouveau fil se tire entre les différentes instances externes, l'auteur et le lecteur, en passant néanmoins par l'intériorité du texte, où le camouflage du prologueur sert d'intermédiaire à cette relation auteur-lecteur. Quel qu'en soit l'auteur, sans doute hybride, le prologue a un récepteur bien déterminé, à savoir le lectorat. Les adresses à la deuxième personne du pluriel n'y manquent ainsi pas pour inclure le récepteur de façon dynamique dans le compte-rendu du processus de récupération des documents abandonnés. On trouve ainsi par exemple Els papers de Jean-Pierre són ara mateix a les vostres mans. Ou plus loin, ja podríeu imaginar que la traducció ha estat un procés difficile. Plus encore, il s'agit même d'impliquer le lecteur dans une logique d'héritage. En effet, Jean-Pierre a confié au prologueur la mission de se faire le marmesho, soit l'exécuteur testamentaire, du client de la chambre 234, qui est donc en train de transmettre le legs du défunt auteur au lectorat d'Als Paradisus Artificials. Dès les premières pages du livre, le lecteur est ainsi investi d'un rôle d'importance, celui de préserver un patrimoine littéraire en le recueillant par sa lecture. Des clins d'œil sont d'ailleurs disséminés au fil de l'œuvre pour inciter les récepteurs à ouvrir l'œil et à creuser le texte. Ainsi, toujours dans le prologue, des propos de Jean-Pierre sont-ils rapportés afin de légitimer le fait de fouiller dans les documents d'un inconnu. Le concierge déclare que la curiositat és la millor qualitat que ha de diferenciar un bon lector d'un intrus en el terreny meravellós de la fantasia escrita. Invoquons donc la curiosité comme un attribut nécessaire à la réalisation d'une telle entreprise de sauvetage documentaire. Que le lecteur se tienne donc pour prévenu, ce texte exige de lui d'être un récepteur actif, voire proactif, puisqu'il est fait appel à sa curiosité. Il n'est cependant pas question qu'il navigue seul à travers l'œuvre, puisque le prologue lui offre quelques pistes d'interprétation pour se lancer dans sa lecture, des pistes qui prennent non seulement la forme du texte prologal en lui-même, mais également de notes de bas de page ajoutées par l'auteur de l'avant-propos. Afin de justifier l'addition d'une couche subjective par sa traduction et sa modification de certains éléments du texte originel,
le rédacteur du prologue a recours à une note de bas de page, introduite par un astérisque. Per això he recreat el nom del client de l'Hôtel Verlaine, que es va venjar una nit de gener. Note de bas de page. He recorregut al nom d'un personatge de Gerard de Nerval per les referències constants que el creador real dels textos fa a l'autor de Les filles del foc. Pensa que Jean-Pierre i ell mateix hi estarien d'acord. Dans une volonté de transparence et d'honnêteté intellectuelle, le rédacteur de la préface explicite le raisonnement qui l'a mené à nommer le client, initialement anonyme, auteur des textes retrouvés. Le nom attribué à l'écrivain est donc Jacques Bécois, un patronyme cependant erroné que le lecteur francophile saura remarquer. La note de bas de page assume ainsi une fonction d'instauration d'un lien direct avec le récepteur, en lui étant exclusivement consacrée et en levant le voile sur des éléments insaisissables sans explication. Un double mouvement de l'intérieur vers l'extérieur de l'œuvre est ainsi réalisé via la note infrapaginale, qui s'adresse uniquement au récepteur et veille au confort de sa lecture. Chercheuse en sciences du langage, Julie Lefebvre s'est penchée sur les spécificités de la note de bas de page et lui assigne effectivement un pouvoir de médiation. Je la cite. La note se caractérise ainsi par le rapport d'altérité singulier qui la lie au texte. D'une part, son statut de ligne autre à celle du texte est graphiquement visible, la note occupant un espace distinct de celui bien délimité du bloc textuel, se situant sur les bords et dans les marges de ce dernier. Mais d'autre part, cette ligne, qui trouve sa détermination première dans sa différence avec la ligne textuelle, a une attache au cœur même du texte, du fait de la présence de l'appel de note. À la fois intérieure et extérieure au texte, la note apparaît alors comme un sas entre le texte et ce qui n'est plus lui, ce qui en fait une forme qui se prête fondamentalement à une mise en relation du texte avec ses extérieurs. C'est dans ce sens que nous parlerons de la note comme espace de médiation. Le statut hybride de la note infrapaginale lui confère ce pouvoir spécial de médiatrice entre le texte et l'extratextuel, et en fait un support idoine de la relation entre l'entité rédactrice du prologue et l'instance lectorale. Cette note, introduite par l'astérisque, provient effectivement de ce texte liminaire. Mais la pratique de la note de bas de page ne s'y cantonne pas. On en retrouve d'autres intercalées avec les récits, bien qu'elles ne soient plus amenées par un appel de notes, mais prennent la forme de parenthèses, placées après les textes commentés. Pour n'en citer qu'un exemple, prenons celui de la parenthèse insérée en bas de page au terme du récit Al desert de l'amor. Donc, aquesta història sembla escrita per dues persones distintes, si he de fer cas de la seva cal·ligrafia. Des de l'aparició del revolucionari portuguès, el tipus de lletra canvia. Després d'analitzar alguns trets cal·ligràfics de Jean-Pierre, n'estic prou segur. L'escriptor, que es va suïcidar, no passa d'aquest fragment i va ser el conserge de l'Hôtel Verlaine qui va acabar el conte. Dans cet ajout infrapaginal, l'organisateur des textes fait part au lecteur de ses doutes concernant l'autorité des récits et partage avec lui sa méthode d'investigation et le résultat de ses recherches. Une instance supplémentaire, le concierge, serait alors à ajouter, du côté octorial, à l'ensemble des entités mises en relation par ce livre. Dans tous les cas, le lien de confiance établi entre le rédacteur du prologue et le lecteur n'en ressort que plus affermi, le préfacier usant régulièrement des notes de bas de page entre parenthèses pour tenir le récepteur informé de ses découvertes et conclusions. Si la transparence préside à la relation prologueur-lecteur, celle-ci n'implique pas pour autant que le récepteur est sans cesse guidé par l'instance intrafictionnelle à travers les textes qu'il parcourt. Si cette dernière lui apporte des compléments d'information concernant la génétique textuelle du livre, les textes en eux-mêmes, qui le composent, exigent du réceptorat des qualités particulières, qui ne se réduisent pas à la simple curiosité. Au-delà d'une attention soutenue lui permettant de s'orienter parmi les déchirures et les reprises qui sillonnent le texte, le lecteur doit s'armer d'une solide culture artistique s'il veut accéder au sens détaillé des récits. L'on revient par là aux logiques intermédiales mentionnées plus haut. Elles ne sont pas l'unique apanage du scripteur désespéré, dont l'expression serait autotélique si les références qu'elle comporte ne se tournaient pas également vers une entité extérieure à lui-même. En effet, composantes venues d'ailleurs, les citations intermédiales participent de l'ouverture du texte vers son extériorité, et donc vers l'accueil en son sein d'autres instances. C'est notamment ce qu'affirme Tiphaine Samoyau à propos de l'intertextualité, en considérant que l'on ne peut se contenter d'une théorie de l'intertextualité qui se limiterait au seul versant de la production.
La réception y est au même titre un aspect décisif. À partir de cette réflexion, l'on comprend que les jeux interartiaux, et en particulier intertextuels dans Els Paradisos Artificials, assurent une fonction de rapprochement, non seulement de plusieurs œuvres entre elles, ni de plusieurs créateurs, fictifs ou réels, mais également du texte et du lectorat, tenu de relever et d'interpréter les références qu'il rencontre au fil de sa lecture. Les exemples les plus probants de cette dynamique sont constitués par les deux textes composant Sobre la mort et consistant en des réélaborations biographico-fictives des ultimes moments de deux écrivains suicidants, César Pavese et Sylvia Plath. Afin de profiter pleinement de sa signification profonde, de la signification profonde, de ces deux récits, le lecteur avisé saura y repérer, comme les références intertextuelles soulignent des aspects particuliers de la narration, et comme la connaissance de la biographie de ces auteurs permet une compréhension plus fine de ce qui se joue dans ces récits funestes. Si l'on se focalise sur le premier d'entre eux, Last Blues to be Read Someday, on se rend compte que le titre choisi reprend celui d'un poème de Pavese et évoque, dès le paratexte, l'idée paradoxale d'une fin qui pourrait pourtant être suspendue par un acte de lecture postérieur, ce qui n'est pas sans rappeler le contexte précis de l'œuvre servérienne. Dans ce récit dédié à la fin de vie de l'écrivain italien, le récepteur pourra retrouver des citations de ses diverses œuvres, donc de Lavorare stanca, des Dialoghi con Leuco ou de Il mestiere di vivere, censés éclairer le lecteur sur l'état d'esprit du suicidant, sur le point de commettre l'irréparable. En le pressant, le dénouement d'un récit sur la fin de vie revêt une importance d'autant plus capitale qu'il marque une double conclusion. Dans Last Blues to be Read Someday, il s'agit ainsi de décrypter tout le symbolisme de la dernière image sur laquelle se clôt la narration, ce qui nécessite de relier éléments intertextuels et détails biographiques de l'auteur italien. Je le cite. Exercir de tan antic, el patiment a penes li ha deixat un mínim recull d'aprenentatges. Aquella donna de la voce rauca, la seva germana Maria, Fernanda Pivano, Constance Dowling, la jove alegre de la sala Gai, al silenci. Tanca les portes del bacó a la mitjanit. Per a l'últim gest, que amb molta humilitat em conta d'orgull, havia escrit uns dies abans. Habitava la cambra 49 de l'Hotel Roma, a Torí. Allí el van trobar, segons contaran els diaris del dia 28 d'agost de 1950. I també hi era el núvol, solitari, pegant voltes com un vaixell borratxo, al voltant d'una balena blanca que s'assemblava a Moby Dick. En reliant les données entre elles, l'on saisit que l'ultime mention à l'œuvre d'Herman Melville, donc Moby Dick, est liée à l'amitié de Pavese avec Fernanda Pivano, citée dans l'énumération, qui a consacré sa thèse à Moby Dick. Le lien amical qui les unit réapparaît alors symboliquement à la clôture du récit, lorsque Fernanda semble accompagner son ami décédé sous la forme de cette baleine qui escorte son dernier voyage. La pratique de l'intersexualité s'avère donc exigeante dans Els Paradisos Artificials, si l'on souhaite qu'elle soit appréhendée de façon réellement efficiente, ce qui implique une relation lecteur-texte resserrée et alimentée par des recours nombreux à la culture artistique du récepteur. L'intersexualité, et plus largement l'interartialité, appelle le lecteur à s'impliquer dans l'élaboration de la signifiance de l'œuvre, au même titre que les brèches du texte que nous avons examinées, ou son état d'inachèvement à certains endroits, représentent des ouvertures qui permettent une intromission du lecteur dans l'espace textuel et lui ménagent une place de co-créateur. Il semble d'ailleurs y être explicitement invité par le scripteur des récits lui-même, qui fait, dans Sequentia per un manuscrit, l'expérience d'un voyeurisme transcendé à travers l'acte de lecture. Je le cite. I també, no sé si fruit de la meva intuïció o d'alguna certesa que m'arribava de la lectura atenta del text, la seguretat que la seducció de l'escriptura en feia de les seues. I em precipitava en convertir-me en personatge secundari, el de simple badoc, jo mateix voyeur impertinent en l'escenari on la simulació, on la veritat i la mentida podien ser manipulades al meu gust i a la meva pura conveniència. Gust i conveniència que, molt lluny de carregar-me de mala consciència i de la mateixa inclinació culpabilitzadora de la veu narradora,
em conferien una força inusitada per a ocupar el meu lloc en l'estrada i continuar mirant el paisatge d'aquelles pàgines secretes. Bien que le narrateur nuance le rôle que la lectura atenta del texte lui confère par des adjectifs modalisateurs, tels que secundari ou simple, il ne reste pas moins qu'il admet être doté de la fonction de voyeur, mise en relief par l'italique, qui lui offre la possibilité de manipuler le contenu textuel comme bon lui semble. Cette pratique du voyeurisme, qui n'est pas sans rappeler la voyure, ce phénomène de double vision, situé entre vision et lecture, théorisé par Liliane Louvel, lui ouvre même la possibilité d'occuper un espace, il dit occupar meu lloc, au sein du texte. Ainsi n'est-il pas impossible que la voix narrative montre l'exemple à son propre lecteur et l'incite, notamment via l'usage de la première personne du singulier, permettant ici une identification facilitée du récepteur, à se saisir sans scrupule de l'opportunité de voyeurisme, ou de voyure, pour se faire une place dans le texte et y avoir même voix au chapitre. En somme, la pratique littéraire au sein d'Ars Paradisus Artificials peut être métaphorisée comme un acte de couture, étant donné que le tissu textuel présente de nombreux accros à diverses échelles et selon des modalités différentes, du fait de l'insoutenable déchirure animique vécue par son scripteur suicidaire. Si ces trouées sont les caractéristiques les plus évidentes de l'œuvre à première vue, elle n'est pourtant pas condamnée à l'éparpillement de ses lambeaux. Via le ressassement d'éléments obsédants par l'esprit torturé de l'amant abandonné, se crée une forme de discontinuité continue, soutenue par le principe de reprise, qui raccommode le texte au fil des réitérations. Ce patchwork formel et narratif, du fait de sa complexité composite, implique un investissement particulier de son lecteur et une continuité forte entre l'intérieur et l'extérieur de l'œuvre, grâce aux liens se tissant entre les instances littéraires de tous les niveaux du texte. Transcendant déchirures et espaces textuels clos, le regard lectoral agit finalement comme kitsugi, cet art japonais de la suture sublimée. Merci.